Qu'on commence par un chiffre. Ce cap des 40 millions de primo-vaccinés, il a été franchi hier. On l'a vu, Emmanuel Macron s'en est félicité. C'est une belle performance, ça ? Je ne sais pas s'il faut appeler ça une belle performance. Ce qui est sûr, c'est que c'est nécessaire. Ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé depuis 15 jours avec les annonces de notre président ont bien montré qu'en fait, il y avait pour la majorité des Français, non pas l'idée de ne pas se vacciner, mais en fait un phénomène d'attente qui a été rompu, et ça c'est bien, et qu'on est clairement dans la bonne direction. Le vaccin est la solution. Et les 50 millions de vaccinés à la fin août, ça c'est atteignable aussi selon vous ? On est sur notre lancée, sur une bonne lancée ? Je vais faire plus simple. Il faut. On sortira de cette crise, j'en suis convaincu, grâce au vaccin. Et ils sont sûrs et ils sont efficaces, on le montre tous les jours. Donc je ne sais pas comment on va les faire, mais il faut les faire. Et s'il faut mobiliser les acteurs de soins sur le terrain ailleurs que dans leur lieu d'exercice habituel, il faut y aller. Oui, parce qu'en général, du 1er au 15 août, on sait que la France ferme, en général, et ceux qui ont la chance de partir en vacances le sont, mais tout s'arrête. Là, non. Chaque jour au mois d'août compte comme un jour de l'année. C'est juste vital pour l'avenir du pays. Et puis, on a la rentrée qui se profile. Ouais. Et donc, c'est absolument vital. Et moi, j'ai dit, et je vais redire, si sur le terrain, là où je serai, parce que je vais bientôt partir, on me demande, je serai en France majoritairement, de participer à la vaccination, je vais le faire. Le pass sanitaire, donc pour vous, est un bon outil, est un outil nécessaire. Il n'y avait pas d'autre solution ? Premièrement, j'aurais préféré le pass vaccinal. Donc l'obligation vaccinale. Pas tout à fait, mais presque. J'aurais préféré. Ce que l'Allemagne, d'ailleurs, compte mettre en place. Exactement. On notera qu'après qu'Angela Merkel a dit il y a 15 jours, il n'est pas question de... Elle est en train de venir vers un pass. Et il sera vaccinal. Plus efficace, peut-être plus facile à mettre en place. À défaut, le pass sanitaire est une absolue nécessité. Clairement sur le plan sanitaire. Allez-y, Renaud. Non, pardon, pour nos téléspectateurs, passe vaccinal, c'est-à-dire plus de tests. Le test de moins de 48 heures, moins de 24 heures ne compte pas. Vaccin quasiment obligatoire. Et c'est aussi pour ça que le pass sanitaire pose problème. D'abord parce que faire des tests 3 fois par semaine pour aller dîner ou aller au théâtre, au cinéma, on sait très bien que c'est pas possible, que c'est une incitation au vaccin. Et ça coûte cher pour l'instant à la société. Et alors, ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Le coût 10 milliards des tests à l'année, c'est 4 fois le coût des vaccins. 4 fois le coût des vaccins. Donc quand on dit que quand on vaccine les gens, on va engraisser, je ne sais pas quoi, l'industrie pharmaceutique, on oublie que si on ne vaccine pas, ça nous coûte, à nous, 4 fois de plus, tous les ans. Donc c'est absolument considérable. Oui, ça pose problème, parce que le test, premièrement, il n'est pas parfait. Deuxièmement, on sait parfaitement qu'on peut frauder. Et c'est ce qui risque de se passer s'il n'y a pas de contrôle. Troisièmement, ça coûte une fortune. Donc c'est pas pratique, ce test PCR, à chaque fois qu'il va falloir aller quelque part. Donc vaccinez-vous. La stratégie du bâton, il n'y a que ça qui marche en France ? Non, puisque... Bah si. Je sais. J'ai compris comment était la question. Et vous avez vu, ma réaction instantanée, ça a été non. Parce qu'en fait, moi, je suis quand même extrêmement heureux et satisfait de voir quelle a été la réaction des Français avant l'allocution de Macron. On vaccinait beaucoup quand même. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Les Français, c'est pas qu'ils voulaient pas. C'est que le 15 mai, on leur dit la crise est finie. Donc beaucoup de Français se sont dit écoutez, la crise est finie, on n'est pas pressé. Enlevez le masque. Enlevez le masque, la crise est finie, l'épidémie est derrière nous. C'est pas qu'ils veulent pas. C'est qu'ils se sont dit on fera ça demain, après-demain, à la rentrée prochaine. Et tout d'un coup, ils réalisent que c'est pas ça, que la crise est devant nous. Et on leur dit en plus, on va faire un pass. Moi, je ne crois pas que ce soit que le bâton ou la carotte. Je crois que les Français ont compris qu'on avait une crise gigantesque devant nous, pas devant nous, ici, et que donc il fallait se vacciner. Enfin, il y en a qui ne veulent pas quand même. 30% des Français à peu près qui sont contre ce fameux pass vaccinal, qui manifestent. On a vu encore les rangs grossir là, dans les cortèges, 160 000 personnes à travers la France là, ce week-end. Comment les convaincre ? Vous êtes médecin. Comment convaincre, là, si certains nous regardent peut-être ce matin, de la nécessité de se faire vacciner ? Il y a plusieurs choses. La première, c'est que moi, ce que je constate quand même, c'est que lorsqu'on a 100 000 manifestants, le même jour, on a 3 fois plus de vaccinés. Donc la France est en marche. Et ça correspond à ce que vous dites, ça fait 75-25 à peu près, donc c'est très bien. La deuxième chose qu'il va falloir qu'on continue à expliquer encore et encore. L'idéal, il aurait été de prendre son temps, de prendre 6 mois, 12 mois pour les amener vers nous, et il nous serait resté les 3% d'antivax absolus. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc des mesures sont nécessaires, ces mesures vont être mises en place, et dans le même temps, on va continuer à expliquer. Alors on va le faire à l'échelon individuel. Moi, à chacune de mes consultations, je convainc des gens à se faire vacciner. Je suis convaincu que dans ces 25-30%, on le sait d'ailleurs, l'immense majorité, ce ne sont pas des anti-vaccins. Ce sont des gens qui
ont peur, et il faut lever ces craintes, et je vous le dis, le vaccin est sûr et efficace. Et puis ce sont des gens qui ont besoin de temps pour cette réflexion, parce qu'on les a nourris de choses qui sont fausses. Mais des gens, on est au pays de Pasteur, on est au pays du progrès quand même, la France. On a l'impression, quand on regarde les autres pays européens, qu'on est à la traîne. On est parmi les derniers. Pourquoi autant de Français n'ont pas cette culture de la santé publique, cette culture de la vaccination? On a un vaccin gratuit qui est arrivé. À partir de mars, avril, mai, il y aurait dû avoir une ruée. Pourquoi vous dites pas cette conscience de l'épidémie? On en a quand même sué. Et je reste poli pendant 1 an et demi. Mais vous restez poli, ouais. Ouais. Le déficit, il n'est pas juste dans la culture scientifique, il l'est. Et on s'interrogera sur cette culture. Ils ont la confiance. Ils ont la confiance dans les institutions, ils ont la confiance dans le pouvoir. Et de fait, il est devenu la confiance dans le corps médical. Et vous avez vu la fracture qui s'est produite pendant cette crise. C'est-à-dire que nous, on arrive sur le plateau en disant, bon, on va simplement vous dire ce qu'on pense, ce qu'on a lu, ça ne marche pas. D'abord parce que vous avez des gens qui désinforment. Ils informent, qui sont des criminels. Des gens qui désinforment. Donc, c'est cette confiance... Des criminels pour vous? Oui, j'ai dit des criminels, oui. Les gens qui désinforment, je ne parle pas des gens qui doutent. Je ne parle pas de ces 100 000 personnes qui manifestent. Je parle de ces quelques personnes qui toute la journée désinforment. pianotent. Ce sont des criminels, parce que quand vous empêchez des gens d'être vaccinés, ou d'avoir un test PCR, et que vous les envoyez dans des manifestations en plus, se contaminer, vous allez en tuer une partie. On ne sanctionne pas assez, il faudrait qu'il y ait des sanctions Ça s'appelle pénales. un crime. Là, on est dans un débat qui est le contrôle des réseaux sociaux. Ça demandera un débat assez Oui, c'est solide. un débat de société. Et donc, c'est cette confiance qu'il faut rétablir. Comment est-il possible que lorsque des gens qui lisent, qui savent et qui veulent le bien d'eux, je parle des médecins, je parle aussi des journalistes ou du corps politique, disent, écoutez, voilà les données, comment est-il possible que ça n'entraîne pas l'adhésion? C'est cette confiance qu'il faut rétablir. Est-ce que le gouvernement n'est pas responsable justement aussi de cette méfiance, de ce manque de confiance? Est-ce que dans sa communication, il n'aurait pas dû dire aussi, voilà, sur les masques, c'est clair, on n'a pas été très bon, mais on vous l'assure, le vaccin, il protège et il protège les autres. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de communication aussi de la part du gouvernement? Oui, on a été trop timide. Moi, je prendrais juste comme exemple ce qui s'est passé en décembre dernier quand le vaccin est arrivé. La communication, c'était, on va prendre notre temps, on va faire moins vite que les autres, pour pas que vous soyez inquiets. Le problème, c'est que quand vous parlez comme ça, vous n'entraînez pas l'adhésion. Moi, quand je parle à un patient, si moi, j'y crois pas, si moi, je ne vous dis pas, c'est comme ça qu'il faut faire parce que je ne veux pas entraîner l'adhésion. Donc oui, on a été trop timide dans cette approche, bien entendu. Alors après, ça a changé, heureusement. Le message n'est plus le même. Et on a 4 milliards de doses qui ont été administrées, plus d'1 an de recul, ce qui est largement suffisant. Je vais le répéter 15 fois, je profite de ces 20 minutes. Vaccinez-vous. Alors, il y a aussi... Allez-y. Non, on a été effectivement trop timoré au début. Mai, juin, un relâchement. On a l'impression que c'est fini, les terrasses, tout, enlever le masque. Et tout d'un coup, effectivement, comme rarement on l'a vu en France, vous voyez, dans le pouvoir politique, le coup près tombe, maintenant vous y allez. Peu de temps. Fin août, on voit que le Sénat a quand même dû rétablir pour les mineurs un peu plus de temps, pour les salariés. Est-ce que vous trouvez que le projet initial a crispé, le projet du pass sanitaire était trop sévère, il a crispé, et on se retrouve maintenant? Parce que vous dites, effectivement, 150 000, 160 000 sur la population globale, c'est rien, c'est pas grand-chose. Mais s'ils manifestent à partir de la rentrée tous les samedis, c'est compliqué socialement, c'est compliqué pour un pouvoir. Il y a plusieurs choses. D'abord, une des choses qui pose problème dans ce qu'on a fait depuis 1 an et demi, c'est le fait qu'on a fait ce qu'on appelle du stop and go. C'est-à-dire on a dit tout va mal, mesure, tout va bien, ouverture. Tout va mal, tout va bien, ça c'est incompréhensible. C'est pas ça une épidémie. On ne peut pas dire aux Français, le 15 mai c'est derrière nous, le 15 juin c'est une catastrophe. C'est incompréhensible et bien entendu qu'il fallait et qu'il faudra être plus prudent et que plus jamais il faudra dire tout est réglé alors qu'on ne sait pas comment ça va se passer devant. On le fera un jour, mais pas tout de suite. La deuxième chose, c'est que ma conviction absolue, c'est que dans le temps qui va passer, on va gagner la partie. Et que si nous sommes capables de faire ces dizaines de millions de vaccins supplémentaires dans les semaines qui viennent, si nous sommes capables d'éteindre l'épidémie grâce au pass sanitaire, aux gestes barrières et aux vaccins, on aura donné la réponse. Pourquoi voulez-vous manifester dans un pays qui a résolu le problème sanitaire et que donc a rétabli l'économie, le calme, et qui va pouvoir réouvrir progressivement? Ce sera terminé. Parce qu'apparemment, le Royaume-Uni... Oui. Non, j'allais dire, mais pour l'instant, c'est pas tellement le cas. Quand on regarde la situation sanitaire, on a repassé la barre des 7000 personnes hospitalisées en France, 1000 personnes qui sont hospitalisées dans un état critique. Ça risque de dégénérer, là, dans les prochaines semaines. On va forcément vers un engorgement, là, des urgences. Il y a deux choses. D'abord, c'est pas la vague, on va pas vers la vague, hein. On est déjà dedans. On est déjà dedans. Même à l'hôpital? Non, pas du tout à l'hôpital. Déjà sous l'eau. Mais surtout, et ça c'est un message qu'on n'a pas réussi à faire passer,
On n'attend pas que les hôpitaux commencent à se remplir pour réagir. C'est trop tard. Là, quand on commence à dire ça frémit, ça remonte à l'hôpital, c'est trop tard. On va monter dans les hôpitaux. Et c'est dommage, parce que l'objectif, c'est avant. L'objectif, c'est bloquer l'épidémie. Pas faire de Covid longue. Il faut qu'on en parle. Pas faire de Covid longue. C'est empêcher les gens d'arriver à l'hôpital. Parce que c'est là qu'ils vont mourir. C'est là qu'ils vont avoir des séquelles. Et quand j'entends dire ouvrez des lits de réanimation, tout va être réglé, je suis scandalisé. L'objectif, c'est pas de remplir des hôpitaux. L'objectif, c'est d'empêcher les gens d'y arriver. Donc oui, la vague hospitalière commence parce qu'on n'a pas agi assez tôt, parce qu'on a surtout relâché trop tôt. Mais là, on entend deux sons de cloche. Parmi les professionnels de santé, les chefs de réanimation, qu'on entend depuis plusieurs jours, certains disent, projection Institut Pasteur, en gros, 15, 20 août, 25 août, 3, 4 000. Et d'autres disent non. On est à la moitié de protection vaccinale, de couverture vaccinale. Bon, les gens vont plus se protéger. Il y a peu ce risque. Vous êtes dans quel... Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. D'abord, l'histoire se répète à l'infini. Vous reprenez septembre, octobre 2020, la même chose. On nous a raconté que c'était une épidémie de cas positifs et pas de malades. Vous vous souvenez ce qu'on disait sur les plateaux. Et nous, on alertait en disant « Mais ça va se terminer par des malades ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en médecine, ce que vous devez faire, c'est faire le scénario du pire pour l'éviter. Ça, c'était le printemps. On nous avait annoncé la catastrophe, ça a été moindre que prévu au printemps. Mais non, vous avez eu... Moi, je fais partie des gens qui ont dit, encore et encore, attention, oui, attention. Vous avez prévenu à chaque fois. Et même le 15 mai, quand vous avez dit que c'était fini, j'ai dit, attention. L'idée, c'est pas forcément de tout prévoir de façon exacte, c'est de dire... Quelles mesures vous prenez pour empêcher le scénario catastrophe ? Moi, je préfère me tromper. Je préfère dire, attention, prenez des mesures, sinon on va avoir 200 000 morts. Et me tromper, bien entendu. Mais le rôle du conseil scientifique, et vous êtes sur cette ligne-là. Absolument. Voilà, ce que vous n'avez pas le droit de faire en médecine, c'est de dire, tout va bien, ne prenez pas de mesures, et avoir le scénario catastrophe. Ça, vous n'avez pas le droit, dans ce sens-là. Mais là, la pression, elle va forcément s'accentuer, quoi qu'on fasse, même si on accélère sur la vaccination. Non, pas quoi qu'on fasse. Et là encore, vous savez, j'ai entendu des gens dire, ils se trompent tout le temps à l'Institut Pasteur. C'est exactement le contraire. Ils sont remarquables. Car quand vous regardez leur scénario, il y a toujours un scénario du pire, puis un scénario du meilleur, et puis un scénario du milieu. Car ça dépend des mesures appliquées. Si les mesures sont appliquées, si on a un vrai pass sanitaire, s'il est bien mis en marche, si on remet le masque, si on remet le gel hydroalcoolique, bien sûr que le scénario ne sera pas le scénario catastrophe. Donc il n'est pas trop tard pour inverser la tendance. Il n'est jamais trop tard. Et d'ailleurs, ça a bien été prouvé le printemps dernier, où effectivement, les mesures qui ont été mises en place, nous ne savions pas quel serait leur degré d'efficacité, elles ont été remarquablement efficaces. Et je le dis d'autant plus que je n'en étais pas certain. Je craignais, moi, qu'elles ne soient pas assez efficaces. Mais vous avez entendu Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique, qui lui l'a dit, la situation va forcément être très compliquée à la fin août. Il est assez pessimiste. Alors, je ne suis pas optimiste, que ce soit clair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça a commencé à rentrer dans les hôpitaux, et à partir du moment où on sait qu'il y a 2 à 3 semaines de délai, les futurs hospitalisés sont déjà là. Voilà, ils sont déjà infectés, les futurs. Donc ça va monter. Et on est dans une période où on manque de personnel, on est dans une période où on est en train d'essayer de rattraper le retard, donc la situation n'est pas bonne. Manque de personnel, je vous coupe. Dans votre établissement, vous voyez ce qu'on voit dans d'autres établissements, c'est-à-dire des soignants qui ont, depuis 1 an et demi, certains ont arrêté ce métier, d'autres sont fatigués, vous avez les vacances. Une crise le 20 août, 15 août, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu. Ah, mais bien entendu. Et vous voyez ça chez vous ? Mais bien entendu, si jamais on a à peu près le même nombre de patients, on avait 6001 patients au pic en réanimation, si jamais on en a à peu près ça, vous pouvez en enlever 20%, ça ne change rien. Ça va mal se passer, hein, parce que c'est bien beau de pousser les murs, mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, on va avoir du mal à le dire. Les soignants en veulent, à ceux qui ne sont pas vaccinés. On entend dire que les soignants en ont ras-le-bol, et ils disent quand ils voient arriver des non-vaccinés, ils ne le disent pas, mais enfin ils pensent, ils disent franchement... Oui, c'est ça. Il y a plusieurs choses. La première, j'ai entendu un médecin d'ailleurs dire qu'il faudrait que les non-vaccinés, on ne les soigne pas ou qu'ils payent. Non. La médecine, c'est gratuit, c'est universel, on prend tout le monde en charge. Ça va jusque-là quand même. J'ai entendu ça, oui, mais il faut le dire haut et fort. On est en France. La médecine, c'est gratuit, c'est universel. La deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est pas de la colère qu'on a d'abord, c'est de la peine. La peine. Et qu'est-ce qu'on voit, nous ? On voit des hommes et des femmes, jeunes ou moins jeunes, je m'en fous, moi, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, qui arrivent non vaccinés, intubés, ventilés, que certains vont mourir, et qui nous disent, soit les patients, soit les familles, si on avait su. Ça nous crève le cœur. C'est pas de la colère envers eux, c'est de la colère envers cette situation. Et la première dose suffit pas. Certains disent, j'ai attendu pour la deuxième dose. Moi, j'ai entendu ça. Moi aussi, ça suffit pas du tout. On sait que la première dose protège à 30% seulement
contre le variant Delta, c'est 90 après la deuxième dose. Ça nous tord le cœur, ça nous tord l'esprit. Et vous nous le confirmez, ceux qui sont actuellement là en service de réanimation sont les non-vaccinés. 95%. 95% sont des non-vaccinés. 95%. Et les autres, ce sont des patients à risque, très à risque. Donc, là encore, et c'est dommage que le message ne soit pas passé, mais c'est toujours l'enseignant qui est responsable, ce n'est pas l'étudiant. Le vaccin est extrêmement efficace contre les formes graves et rien ne le dément. Et j'insiste, 1 an de recul sur des vaccins, c'est considérable. Nous n'avons jamais découvert un effet secondaire au-delà de 3 mois. On a 12 mois de recul. Allez-y. Alors, je voulais qu'on parle aussi du Covid long, puisque vous l'avez évoqué. C'est un vrai sujet. On a l'impression que pendant un temps, on les prenait pas tellement au sérieux, ces personnes qui avaient du mal à marcher plus de 10 minutes des mois après avoir contracté le virus, ou étaient facilement essoufflés, fatigués, etc. Maintenant, on a compris que c'était un vrai phénomène. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste des symptômes qui durent et qu'on n'arrive pas à soigner? Expliquez-nous. Il y a plusieurs choses. D'abord, d'avoir des symptômes après un virus, c'est connu. Le syndrome de fatigue chronique, il est post-viral. On le connaît depuis longtemps. Deuxièmement, c'est une épidémie. C'est une épidémie. On annonce 15 millions de Covid longues. Une épidémie de Covid long, vous dites? Oui. On en annonce 15 millions aux États-Unis, 4 à 5 millions en Grande-Bretagne. Troisièmement, c'est très invalidant. Il faut écouter les témoignages, attention. C'est fatigue, perte de mémoire, on annonce une baisse du quotient intellectuel, des douleurs partout, très, très invalidant. Très divers selon chaque individu. Absolument. Dur de s'y retrouver, je crois, pour vous. Absolument. Et c'est les jeunes, pourquoi? Pas parce qu'on a laissé les jeunes se contaminer. Et que depuis 1 an, on dit, c'est pas grave, allez, 18 ans, 20 ans, 30 ans, vous n'allez rien sentir. On l'entend encore. Et on l'entend encore. Et donc, c'est pas, tant que vous êtes, en gros, tant que vous n'êtes pas en réa, tout va bien. Grave erreur. Et c'est aussi pour ça qu'il faut bloquer l'épidémie avant. C'est pour ça qu'il faut vacciner les jeunes. Et je voudrais ajouter qu'on a beaucoup de retard en France. Beaucoup, il faut le dire. Vous avez... Sur la vaccination des adolescents, des plus jeunes? Sur la Covid longue. Au Grande-Bretagne, on a construit des cliniques Covid longues. 80 cliniques Covid longues, donc 15 réservées aux enfants. C'est vous dire l'ampleur du problème. Donc là, maintenant, c'est urgence nationale. Attendez, enfants, je vous coupe, pardon. Enfants, quel âge? Quel âge quoi? Les enfants, ils ont quel âge? Tous les âges. Donc vous dites qu'il y a des Covid longs sur des enfants de 5 ans, 8 ans, 6 ans? Alors, plus vous allez descendre, moins il y en aura. D'accord. Mais clairement, les adolescents, il va y en avoir plein. Et nous sommes en retard. On a besoin d'un plan sanitaire national. National, je pèse mes mots. On a besoin d'une décision de notre ministre de la Santé qui dit solennellement, voici le plan Covid long comme un plan cancer. Voici les moyens alloués. Voici ce qu'on va faire. Vous avez évidemment des services qui sont mobilisés. Mais là, on a besoin de moyens financiers particuliers. Et je dis autre chose, on a besoin d'endroits spécialisés. C'est compliqué, la Covid longue. Ça se soigne pas? Ou ça se soigne? Je veux dire, on peut... où il y a des gens qui sont juste condamnés à souffrir de ces symptômes des mois et des mois. On va pas dire ça. D'abord, il faut poser un diagnostic. Il faut comprendre déjà pour commencer. Et comme c'est compliqué, si vous n'allez pas dans un service qui va être dédié Covid longue, ça va être compliqué parce qu'on va vous trimballer de spécialistes en spécialistes. Deuxièmement, il n'y a pour l'instant pas de traitement spécifique. Troisièmement, on commence à mettre en place des traitements qui vont être des traitements pour calmer les douleurs, des traitements pour essayer d'améliorer votre mémoire. C'est pas codifié encore. Mais c'est justement pour ça qu'il faut créer des endroits dédiés. Parce que si vous ne réunissez pas l'information, si vous ne centralisez pas l'information, vous ne pouvez pas la comprendre, la Covid longue, et donc pas trouver les traitements. Mais juste pour ceux qui nous regardent, pour nous tous, pourquoi est-ce que vous savez, au bout d'1 an et demi, pourquoi une personne, même 30 ans, sportive et autres, va arriver en réanimation, ou une autre personne va faire de Covid long? Est-ce qu'on sait? C'est terrain génétique, c'est la charge virale qui est plus forte, quelqu'un qui vous a beaucoup postillonné dessus, par exemple. C'est votre état de santé avant? On sait ou pas? Ou c'est trop tôt? Vous venez, en fait, vous avez à peu près la réponse dans la question. C'est plusieurs choses. Clairement, dans les facteurs de risque, clairement, les facteurs de comorbidité, alors vous connaissez l'obésité, c'est un facteur de risque qui est colossal, ça c'est clair. Donc les facteurs de mortalité, et j'y ajouterai, écoutez bien, la pauvreté. La pauvreté est un facteur de mortalité de la Covid. La Covid, c'est essentiellement un facteur d'inégalité. Deuxièmement, oui, il y a très probablement des facteurs génétiques qu'on est en train de découvrir. Troisièmement, peut-être la charge virale, mais quand vous regardez la Covid longue, ce sont des gens au départ qui ont quasiment pas de symptômes ou peu de symptômes. Ça ne les empêche pas de faire une Covid longue. Et donc, il y a des éléments que nous n'avons pas compris.
Une question, on est maintenant à 9 mois de la présidentielle. A priori, le sanitaire va peser clairement dans cette campagne, dans les prochains mois. C'est quoi, selon vous, les débats, les questions qui doivent se poser, sur lesquelles les candidats doivent se positionner là, dans les prochains mois concernant le Covid? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que je ne fais pas et je ne ferai pas de politique. J'aime trop la médecine pour ça. La deuxième chose, c'est que s'il y a du sanitaire, ce sera bien la première fois. Car dans les élections habituellement présidentielles, il n'y a pas de sanitaire. Jamais, on parle jamais de santé. C'est incroyable. On parle de d'ailleurs. déficit, on Mais parle seulement des déficits. C'est ça. C'est incroyable, c'est extrêmement important. Personne n'aborde le sujet. Mais là, ça risque de s'imposer, non? Oui, ça va clairement s'imposer. C'est le débat liberté-sécurité, ce qu'on a en ce moment. Voilà, moi j'allais vous dire que ça va évidemment dépasser le simple cadre du sanitaire. Ce que la Covid révèle, au-delà de ce que je vis moi aujourd'hui, ce qu'on répond, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'est-ce que la Covid révèle de nos rapports à la société, de nos rapports aux libertés individuelles, de nos rapports au pouvoir et de nos rapports à l'autre. Ouais. Et l'autre, pour moi, c'est le monde. La Covid-19 est un révélateur gigantesque et un accélérateur des inégalités. Et donc, les enjeux pour moi, c'est pourquoi est-ce que dans les pays pauvres, on a laissé, 1, la Covid se répandre, 2, on ne leur a pas donné de vaccin, 3, on a abandonné nos programmes d'aide alimentaire. On a abandonné nos programmes d'aide de traitement. Ça veut dire que dans les pays pauvres en ce moment, la famine sévit encore plus, la tuberculose flambe, le HIV flambe, et ils ne sont pas vaccinés contre la Covid. Et on disait l'Afrique, jusqu'à maintenant, l'Afrique est plus du tout pas protégée. Sénégal, Maghreb. Évidemment. Et qu'est-ce que j'ai entendu sur l'ivermectine et l'hydroxychloroquine qui protégeaient l'Afrique? Et je voudrais vous dire que ce qui me met un peu en colère, c'est qu'une des choses que la France va laisser à la postérité, ce sont des faux traitements pour des pays qui n'ont pas les vrais traitements. Et donc ce sont plutôt ces aspects sociétaux qui doivent nous ajouter dans les élections à venir. Et comment a-t-on pu en arriver à dire que la France était une dictature? Effectivement, c'est ce qu'on entend souvent dans les cortèges en ce moment. Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur Gilbert Deray.